Les gens vont encore continuer à arriver, mais on va commencer et lancer l'enregistrement pour que la session de formation et d'éclairage puisse être revue après sur notre site. Voilà, donc je vais juste commencer par introduire donc le sujet. Nous avons un webinaire d'1 heure dans un cadre d'un cycle de webinaires que nous organisons pardon, pour informer les acteurs de l'économie sociale sur les actualités. Nous avons intitulé celui-ci Les enjeux significatifs sur les modes de financement. Nous allons voir qu'en fait, nous allons revenir sur des lois qui ont apporté des nouvelles modalités très importantes. Donc, nous allons faire un focus sur celle-ci et puis aussi donner quelques éléments sur l'actualité vraiment très récente. Vous le verrez, on est vraiment sur des sujets, notamment les assemblées générales. Donc, pour information sur le mode d'organisation, les micros sont coupés. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser les questions au fur et à mesure, le cas échéant. Nous reviendrons plutôt vers la fin ou en fin de chaque cycle, hein, parce que c'est difficile de s'interrompre au fur et à mesure de la présentation. Donc, nous avons sur ce webinaire deux personnes en animateur. Donc, je vais commencer par Frédéric qui va se présenter et puis après, je prendrai le relais. Frédéric. Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Frédéric Mazel, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Je suis associé chez Inextenso et je suis notamment le référent régional en matière d'économie sociale pour la Provence, donc la région d'Aix-Marseille, Avignon, toute cette belle partie du sud. Merci Frédéric, donc et moi-même, donc Laurent Simo, je suis le co-directeur national de économie sociale chez Inextinso, donc je suis aussi expert comptable et commissaire aux comptes. Donc les sujets seront essentiellement quand même sur des modalités de gestion, de financement et de comptabilité. Donc nous nous laissons à peu près 45 minutes de présentation. Si vraiment nous observons voilà, des questions qui sont importantes au fur et à mesure, on les prendra. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas quand vous avez des points de les noter. Ça nous permet en fin de webinaire j'allais dire, de bien voir tout ce qui a été posé comme question. Donc, sur les thèmes que nous allons aborder, encore hein, sur un schéma d'1 heure, on est obligé de faire synthétique. Nous avons retenu les deux points majeurs sur les modes de financement, qui sont le contrôle renforcé du mécénat et des dons. Donc, il y a un point vraiment extrêmement important et une loi sur les principes républicains qui est parue sur juillet, qui a vraiment fondamentalement revu les modalités de contrôle. Et c'est un point très, très important sur lequel il ne faut pas passer à côté. Et puis, une deuxième évolution aussi sur les subventions. On y reviendra sur notamment le contrat d'engagement républicain. Je pense que beaucoup en ont entendu parler, mais n'ont peut-être pas perçu tous les enjeux que ça pouvait avoir. Et puis ensuite, nous ferons deux focus, un sur les fonds de dotation pour aussi redire ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas et repréciser quelques points d'actualité qui les concernent directement. Nous évoquerons un point vraiment de toute actualité qui est les CA et les AG en visioconférence. Et enfin, quelques mesures diverses qui vont nous permettre notamment d'avoir quelques aperçus sur la fiscalité ou sur le RGPD. Là, on y reviendra également. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer. Je vais laisser la parole à Frédéric sur un point vraiment majeur. C'est sans doute le plus important, ces nouveaux modes de contrôle sur les dons et les mécénats. Et vous verrez que ça a des impacts directs à tous les niveaux et pour toutes les structures qui, de près ou de loin, ont recours à ces dons et mécénats. Donc Frédéric, je te laisse expliquer un peu le schéma. Merci Laurent. Donc effectivement, on va échanger avec vous sur 5 sujets. Ce sont les 5 points que vous voyez à l'écran au travers de donc 5 diverses mesures d'une loi. Donc c'est la loi confrontant les respects des principes de la République. C'est la loi dite également séparatisme.
qui vient donc renforcer le contrôle des organismes des bénéficiaires de dons. Donc on va voir qu'on a des nouveautés, elles arrivent sur une durée de mise en application qui est différente, hein. On a une montée crescendo des points. On a des mesures qui sont extrêmement importantes, qui vont quand même devoir changer vos habitudes, devoir changer les pratiques actuelles, voire les améliorer. On aura bien entendu un je vais dire un petit arsenal répressif, mais du moins une augmentation des contrôles. Donc on va bien parler de ces mesures qui sont relatives au contrôle des dons et du mécénat. Donc nous, on a relevé 5 points qui méritent vraiment une certaine attention. Donc le premier, c'est une nouvelle obligation déclarative des dons pour les organismes qui délivrent des reçus fiscaux. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on va faire un focus. On va parler également, la deuxième mesure que l'on observe, c'est donc une obligation corrélative d'émettre des reçus fiscaux pour les entreprises donatrices. On parle bien de reçus fiscaux. On fera peut-être une petite parenthèse par rapport aux conventions de mécénat, hein. Le troisième point, ce sera donc là un renforcement du pouvoir de contrôle sur place, avec quand même des sujets significatifs. Et 4 et 5, bon, les condamnations pénales, les contrôles de la Cour des comptes. Et le cinquième point, qui rejoint peut-être également le premier, où on aura un nouveau État qui viendra agrémenter tout ce que l'on peut retrouver dans l'annexe des comptes, à savoir un nouveau État séparé des avantages et des ressources relatifs aux dons en provenance de l'étranger. Donc on a quand même des nouveautés extrêmement importantes là-dessus, et on va rentrer tout de suite dans le détail. Très bien, merci Frédéric. Donc pour information, vous avez en bas de slide des points de relais sur notre site sur notamment tout ce qui est relatif au mécénat, aux modalités. Donc on n'aura pas le temps, bien entendu, de revenir sur comment on est éligible à l'émission de reçus fiscaux, mais plutôt vraiment expliquer en quoi toutes les structures qui émettent des reçus fiscaux pour dons et mécénat vont être concernées. Donc là, c'est peut-être la plus importante. Donc on commence peut-être par la plus importante. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de retardataires. C'est que toutes les structures qui émettent des reçus fiscaux pour dons au mécénat, c'est-à-dire qui permettent l'éligibilité au crédit d'impôt pour les particuliers ou pour les entreprises, sont concernées dès le premier euro par cette nouvelle mesure qui est, et alors celle-là, Frédéric parlait d'échéance, elle est tout de suite, immédiatement en vigueur. C'est l'obligation pour toute structure éligible, donc principalement association, mais c'est également vrai pour les fonds de dotation, par exemple, de déclarer annuellement à l'administration fiscale le montant global des dons et des versements qui ont fait l'objet de l'émission d'un reçu fiscal et également le nombre de documents délivrés. Ça veut dire que même une toute petite structure qui a fait quelques reçus pour des dons on va dire, de 50 ou 100 euros, va quand même être obligée de réaliser cette déclaration. Donc on le voit tout de suite, euh, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant et surtout qui va permettre à l'administration fiscale, voire plus, des réels contrôles. Et cette mesure, et c'est là où c'est le plus étonnant, eh bien, elle est applicable dès le 1er janvier 2021. Ça veut dire que là, dans les semaines qui viennent, on va y revenir, eh bien, toutes les structures qui émettent des reçus fiscaux devront déclarer ce montant global pour lequel il y a eu des réductions d'impôts et le nombre de documents. Alors, quand il faudra le produire, le principe général, c'est dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Et pour toutes celles qui sont quand même relativement majoritaires dans le secteur associatif, au 31 décembre. Le faire au plus tard le second jour ouvré du 1er mai, c'est-à-dire en fait le jour des échéances de déclaration fiscale pour les sociétés. Donc là, ça serait le 2 mai, a priori 2022, qu'on aura cette obligation de produire ces éléments. Alors avec une tolérance, mais comme toujours, c'est une tolérance, hein, donc on incite plutôt chaque structure à appliquer cette mesure immédiatement. Puisqu'en fait, s'il y a non-déclaration de cette première année, eh bien, on passerait à une amende forfaitaire de 1 500 euros dès l'année suivante. Donc, on a quand même intérêt à se mettre en place dès maintenant sur cette déclaration. Alors maintenant, avant qu'on me pose la question, comment? Eh bien, on n'a pas encore les modèles et les modalités pratiques. On n'est pas complètement certain, même si on a quand même quelques idées. Mais
on aura soit, à travers une déclaration, a priori 2070, qui est celle qui est applicable pour, déclarer, les on va dire les revenus du patrimoine, ou une déclaration en ligne. En tout cas, on attend. Donc, soyez attentifs pour tous ceux qui sont inscrits, bien voilà, on fera un lien vers notre site, et dès qu'on a des informations plus précises sur les modalités pratiques, eh bien, nous vous les ferons parvenir. Mais le point de vigilance, toute structure qui émette des reçus fiscaux, et sans condition de seuil. Second point, donc, qui est le corollaire de ce que vient de vous présenter Laurent, hein, relatif à la nouvelle obligation déclarative des dons reçus, pardon. La conséquence, elle est immédiate, et notamment sur le mécénat d'entreprise, puisque vous aurez désormais obligation d'émettre des reçus fiscaux. Donc, toute association bénéficiant du mécénat d'entreprise devra émettre un reçu fiscal à chaque don. Donc, ça, c'est applicable. C'est pour ça que je vous disais, on va y aller un peu crescendo. Ce sujet-là est applicable à compter du 1er janvier 2022. Donc, nous y sommes, hein, depuis un petit mois. Donc, je pense que s'il y a des bonnes, comment dire, des bonnes pratiques à apprendre, c'est dès maintenant. Je rappelle que l'émission du reçu fiscal est quand même une chose différente de la convention de mécénat. On ne peut que vous conseiller d'avoir une convention de mécénat lorsque vous bénéficiez de mécénat d'entreprise. Pourquoi? Parce que la convention de mécénat va venir préciser notamment la portée du mécénat de l'entreprise, va venir préciser les éventuelles contreparties qui sont de toute façon mineures, va venir préciser d'une manière générale le cadre dans lequel l'entreprise va réaliser son mécénat. Cette convention de mécénat est vraiment une chose différente, et vous serez tenu d'émettre, en plus de ce document, vous serez tenu d'émettre des reçus fiscaux qui vont venir donc augmenter le compteur en montant et en nombre qui a été présenté au point précédent par Laurent. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Je perçois des dons, je fais du mécénat, je dois obligatoirement émettre un reçu fiscal, et je rappelle également qu'il y a nécessité de conserver l'ensemble des pièces justificatives qui permettent d'attester la réalité des dons et des versements. Alors vous allez Peut me dire, Mmh. oui, Peut-être juste une précision, par habitude, certains utilisaient déjà le CERFA, reçu fiscal, pour les entreprises. A priori, il ne devait pas être utilisé parce qu'il n'était pas prévu, pour les tout entreprises. à fait. Donc c'est sans doute ce modèle-là qui sera adapté. Voilà, c'était juste pour information. Mais sachez qu'il n'existait pas de modèle CERFA, entreprise, pour l'instant. Voilà, donc le modèle va être effectivement adapté. On va très certainement rester dans un modèle qui sera à peu près celui que vous avez l'habitude de connaître, mais quand même, il sera différent. Donc, il ne faudra pas utiliser les modèles qu'on utilisait jusqu'à présent. Il faudra vraiment prendre quelque chose à jour. Là-dessus, nous, nos recommandations, elles sont extrêmement simples. Ces deux premiers points, celui-ci et le précédent, ça met en évidence un sujet de suivi et d'identification de l'ensemble des dons que vous allez recevoir dans vos associations. Donc ça veut dire, premièrement, il faut qu'on ait une procédure stricte, une procédure qui soit assez carrée pour identifier chacun de ces dons, être certain qu'en face de chaque don, on a bien un reçu fiscal, et qu'on puisse avoir une traçabilité. Pourquoi? Parce que cette traçabilité sera extrêmement importante en cas de contrôle demain ou après-demain. Donc, obtenir le nombre de reçus établi et le montant total, ça, il faut être capable de le suivre, hein, au travers soit d'un fichier Excel quand on est sur des montants assez restreints, soit peut-être trouver d'autres solutions. Vraiment rapprocher ces éléments de la comptabilité, identifier la part des reçus fiscaux qui concernent le mécénat d'entreprise, et vraiment matérialiser et conserver vos modalités de contrôle. Il en va de votre responsabilité, et vous allez voir dans les prochaines slides qu'on a donc des pouvoirs de contrôle qui sont accrus donc pour le législateur, et seules des procédures vraiment fiables vous permettront de répondre à l'ensemble des besoins et des obligations. Frédéric, peut-être, juste, j'observe le fil de discussion. Il y a vraiment une question extrêmement intéressante. Bon, on ne voulait pas le marquer ici, mais dans nos préconisations, la question est: est-ce qu'il faut émettre des reçus fiscaux lorsqu'on perçoit de fondations ou de fonds de dotation, enfin, en fait, des structures qui ne sont pas forcément éligibles à la réduction, de crédit d'impôt? Alors,
Notre préconisation est oui, pour justement pouvoir suivre l'ensemble des reçus émus. C'est une discussion qu'on a eue en interne et aussi chez nous, en disant bah oui, mais ils ne nous le demandent pas, mais nous on préconise de l'établir quand même si elles ne l'utilisent pas pour la défiscalisation, mais ça permet d'avoir un suivi global et d'avoir une procédure cohérente pour tout ce qu'on perçoit. Mais voilà, c'est un vrai sujet. Je vous invite ouais, à ce qu'on en rediscute, mais en tout cas, c'est ce qu'on préconise. Oui, tout à fait. C'est un vrai sujet. Absolument. Heu et du coup, voilà, pour c'est un peu ça fait le lien et c'est pour ça que je me suis permis de répondre. C'est qu'il y a aussi en corollaire un pouvoir étendu, de contrôle et ce pouvoir étendu de contrôle, il existait déjà d'une manière ou d'une autre, hein. On avait déjà la possibilité d'un contrôle par l'administration fiscale qui pouvait, notamment dans les textes, contrôler, la cohérence entre le montant porté sur les reçus et puis la réalité des dons et versements, effectués. On a eu là encore un nouveau texte qui a élargi. Donc là encore, il faut bien comprendre toute la logique, mais je pense qu'au fur et à mesure, on la voit bien, hein, toute la logique de l'administration fiscale qui va également pouvoir faire, un contrôle sur le fond, c'est-à-dire sur l'éligibilité au régime du mécénat, sur la possibilité de d'émettre des reçus fiscaux, sur la régularité de la délivrance. Donc là encore, on a, des systèmes qui vont devoir sans doute, beaucoup plus informatisé, avoir une procédure et une logique pour je fais des petites parenthèses, hein, mais sur, les sociétés, on a déjà, ce qu'on appelle les pistes d'audit fiables, on a déjà les examens, limités, enfin, on a plein de schémas. On étend peu à peu au secteur associatif puisque le reçu fiscal a également un impact au niveau de l'administration fiscale. Alors cette nouvelle procédure, elle est d'effet quasi immédiat, 1er janvier 2022. Donc c'est vrai que quand Frédéric parlait des recommandations, il n'est pas trop tard, loin de là. C'est de mettre en place des systèmes et des procédures, par rapport à ces éventuels contrôles. Donc là, encore, hein, nos recommandations, en plus de tout ce qu'on a évoqué, auparavant, c'est, au-delà des reçus, c'est également, que le positionnement interne comme, ayant la possibilité d'émettre des reçus fiscaux, eh bien on l'ait argumenté et écrit qu'à un moment donné, on ait un document à montrer en cas de demande de contrôle et puis alors je crois que c'est peut-être le point le plus important en termes de recommandation, c'est de le mettre à jour. Les schémas évoluent, les modalités des activités de l'association ou de la fondation ou du fonds de dotation évoluent. Donc il faut pouvoir le mettre à jour pour être certain qu'en cas de contrôle, on puisse bien, démontrer notre possibilité à émettre des reçus et enfin, bah, voilà, il y a toujours la possibilité de rescrit auprès de l'administration fiscale. Après, ce rescrit ne vaut qu'au moment où on l'a demandé, hein, donc ça veut dire qu'il faudrait à chaque fois le mettre, régulièrement à jour et redemander. Nous, on préfère avoir un document établi, qui soit mis à jour en interne et qui soit par contre, en cas de contrôle, j'allais dire présentable, auprès de l'inspection, fiscale. Donc voilà, donc une vigilance, un contrôle sur le fond beaucoup plus étendu, par rapport à l'émission des reçus fiscaux. Conséquence également des 3 premiers points que l'on vient de voir, la loi, donc crée également de nouvelles infractions, et vient renforcer, le contrôle des associations, et notamment, par la Cour des comptes. Donc le premier sujet est extrêmement important puisqu'on peut avoir désormais une suspension des avantages fiscaux liés aux dons, legs et versements en cas de condamnation. Alors certes, vous allez me dire les 3 premiers tirés, on est sur des infractions qui sont lourdes, hein, recel, blanchiment d'argent, terrorisme, j'en parle même pas, menaces violentes, violences et cetera. Donc on est sur des faits extrêmement graves. Également, atteinte à la vie d'autrui par la diffusion, d'informations, relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle. Donc attention, si demain, il y a une condamnation portant sur l'un de ces points, l'association peut, avoir une suspension, donc des avantages fiscaux liés aux dons. Donc ça, c'est quand même un élément qui est extrêmement important. Sujet complémentaire en matière de contrôle et de sanctions, lorsque vous, émettez des dons, vous aurez désormais la possibilité de bénéficier ou d'avoir, un contrôle de la Cour des comptes, donc au même titre que les organismes faisant, appel à la générosité du public, dont la Cour des comptes, ce sont quand même des gens, qui vont vérifier, dans les moindres recoins si la virgule, s'applique, hein, à juste titre, hein, c'est normal, c'est de l'argent public. Donc il faut justement être,
aujourd'hui en mesure de pouvoir répondre à ce contrôle de la Cour des comptes. Donc ça entraîne effectivement peut-être un peu plus de procédures, un peu plus de rigueur. Je ne doute pas que ces recommandations aient été déjà suivies, mais je pense qu'il faut aujourd'hui aller un tout petit peu au-delà. Un reçu fiscal reste de l'argent public, hein, donc aujourd'hui, il faut qu'on soit extrêmement carré sur l'ensemble de ces dossiers et qu'on puisse répondre à des éventuels contrôles de la Cour des comptes. Alors, un dernier élément sur ces contrôles qui a tout à fait au démarrage, hein, je pense, dans la logique de la loi, c'est de pouvoir contrôler les fonds qui proviennent de l'étranger. Alors, on imagine tout de suite au blanchiment, voilà, à la lutte contre le terrorisme, mais quand on regarde bien la loi telle qu'elle a été rédigée, elle élargit énormément le schéma. Et donc, c'est aussi un point de vigilance. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est de dire toutes les structures qui reçoivent des avantages et ressources provenant de l'étranger, de manière très large, hein, l'étranger, c'est pas hors Commission européenne, Communauté européenne, pardon, c'est hors France, et doivent du coup présenter un état séparé dans l'annexe de leurs comptes annuels de ces ressources perçues. Alors, au départ, effectivement, on peut imaginer les cas les plus complexes, mais on peut aussi s'apercevoir qu'au final, une structure qui recevrait d'une fondation suisse ou qui recevrait bah, tout simplement un don de quelqu'un qui a sa résidence principale à l'étranger est concerné. Donc là encore, un sujet qui peut être pas aussi simple que ça. On va avoir des organisations humanitaires qui vont se retrouver systématiquement avec cette obligation dès lors qu'elles vont avoir un financement qui provient de l'étranger. Donc c'est quoi? Ça concerne les associations qui du coup peuvent émettre des reçus fiscaux. Les fonds de dotation, alors aussi, ce qui est assez étrange effectivement, c'est que, on a, des cas particuliers parce que les fondations ne sont pas concernées. Les associations cultuelles, hein, et cultuelles Alsace-Moselle, donc sans rentrer dans le détail, ont des seuils, hein, qui ont été, mis en place, notamment pour des déclarations préalables. Ce qui est important de retenir, c'est que on est là dans un état détaillé Heu, des avantages et ressources provenant de l'étranger. Ça veut dire, là encore, une complexité de bien tout tracer, heu de bien s'assurer qu'on ait bien une exhaustivité de l'information. Donc, avant de vous dire comment on va le faire, attention, les conditions sont vraiment très larges. C'est toute ressource provenant alors directement ou indirectement de l'étranger. Alors c'est là où ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, hein. Voilà, est-ce qu'une structure qui va donner à un fonds de dotation français qui nous redonne après? Enfin, voilà, on a quand même des schémas qui sont pas évidents, mais c'est bien les États, les personnes morales de droit étranger, les personnes physiques et après il faut apprécier la notion directe ou indirecte. Les seuls qu'on a pu exclure de ce dispositif, ce sont les fonds internationaux de type, Commission européenne, Nations unies et cetera, mais c'est vraiment la seule exception. Alors, Frédéric? vous allez me Mmh. dire, ouais, vous allez me dire à partir de quand cette nouvelle obligation entre en vigueur? Eh bien, c'est pour ça, là, tout à l'heure, je parlais de calendrier. Donc ici, on arrive sur 2023. Donc, ce nouvel état, cet état séparé des avantages et des ressources, est applicable à compter du 1er janvier 2023. Donc là, on est un peu en avance, ce qui nous laisse un peu de temps pour préparer, justement. Quel sera le format de l'État? Eh bien, à ce jour, ce format est en attente, hein, puisque le modèle sera précisé par un règlement de l'autorité des normes comptables. Et je précise que ce nouveau État, ce document sera inséré dans l'annexe des comptes annuels. Donc, c'est vraiment un document qui fera partie intégrante des comptes de l'association ou du fonds de notation et sera bien inséré dans l'annexe. Donc, entrée en vigueur au 1er janvier 2023, ce qui veut dire, à partir du moment où il sera inséré dans l'annexe, qu'il y aura une publication de l'état des avantages et des ressources. Pour vous, associations et fonds de dotation soumis donc à l'obligation de publicité de vos comptes annuels, vous aurez quand même la possibilité d'intégrer une version synthétique de l'état. Par contre, vous aurez obligation de pouvoir communiquer une version détaillée de l'état au siège à toute personne qui en fera la demande ou sur votre site internet.
On a bien entendu des sanctions qui ont été prévues par le législateur concernant ce sujet, avec une amende de 3 750 € qui peut être portée au quart des sommes qui auraient été non mentionnées de manière volontaire ou involontaire, bien entendu, mais non mentionnées dans l'État. Donc on a quand même un quantum financier qui n'est pas neutre. Et surtout, le dernier point, une responsabilité pénale des dirigeants avec une amende de 9 000 € pour ne pas avoir fait certifier les comptes. S'agissant d'un État qui fera partie intégrante des comptes dans la mesure où il sera publié dans l'annexe, cela veut dire qu'il devra être validé et pointé par votre ou vos commissaires aux comptes. Donc attendez-vous à avoir des questions sur le sujet. Donc Laurent le disait, je le rappelle, c'est une véritable procédure d'identification et de traçabilité. Certaines associations reçoivent 2-3 virements de l'étranger par an. Je pense que dans ce cas-là, ce sera assez aisé de les identifier. Par contre, on a des associations où on a une vraie volumétrie qui arrive en provenance de l'étranger. Et là, il y a un véritable enjeu pour mettre en place des procédures et une manière de suivre l'ensemble de ces flux en provenance de l'étranger. Oui, ce petit rappel quand même, hein, état détaillé, j'insiste sur le mot détaillé, c'est-à-dire on doit être en mesure de citer tous les montants de toutes les personnes qui proviennent de l'étranger. Ça va pas être facile, je pense, mais bon. Dernier point, alors qui échappe, hein, au point précédent, mais qui a fait un peu débat, c'est une réponse ministérielle de juillet 2021 qui précise, alors voilà, je vais citer le cas, hein, c'était une question sur des clubs sportifs qui voulaient faire en fait des reçus fiscaux à des personnes qui abandonnaient le montant bah, de leur inscription à l'activité en lien avec la crise Covid. Eh bien, en fait, cette réponse nous dit attention, pour qu'il y ait un reçu fiscal, il faut que ce soit réellement un don avec une intention libérale. Et une intention libérale qui veut dire vraiment sans contrepartie. Or, lorsqu'on verse des droits pour participer à des activités, même si on abandonne ces droits, eh bien, enfin, on va dire que là, il est considéré que, selon la réponse, qu'il y a une contrepartie initiale. Et donc, si on l'abandonne, il n'y a pas d'intention libérale. Alors, c'est un vrai sujet quand même, parce que ça signifie un point, c'est qu'un abandon de créance n'ouvre pas droit à réduction d'impôt. Ça veut dire que ce schéma n'est en principe pas possible et que le seul schéma qui nous semble envisageable, et là encore, hein, on voit nos clients qui nous disent c'est un peu compliqué à mettre en place, mais on leur dit la réalité, c'est pour qu'on puisse faire un reçu fiscal, eh bien, il faudrait rembourser le membre du montant qui est concerné par la prestation d'activité et en fait, lui solliciter par la suite de faire un versement et un don qui pourrait être de ce montant ou d'un montant différent. Et seul ce schéma qui a vraiment une intention libérale, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas forcé, permet l'émission du reçu fiscal. Donc là, on peut avoir aussi beaucoup de questions, mais voilà, c'est le schéma qui nous semble le plus opportun et qui vaut également pour les prestations gratuites d'entreprise. En fait, alors gratuite, ça dépend parce que si on est vraiment sur un mécénat global, ça fonctionne, mais si on a eu un devis, si on a eu simplement une prestation dans laquelle on abandonne une partie de celle-ci, eh bien, en principe, on n'est pas éligible au régime pardon, fiscal permettant de délivrer un reçu. Voilà, donc vous avez vu une grosse actualité sur toutes les structures qui émettent de reçus fiscaux. Et puisque la question a été posée dans le chat, eh bien, voilà, nouvelles modalités de contrôle sur les dons et mécénats, eh bien, également des nouvelles modalités concernant les subventions. Donc oui, en effet, des nouvelles modalités concernant les subventions. Donc on va parler du contrat d'engagement républicain. Donc de quoi s'agit-il concrètement? Et ces nouvelles chartes qui devient obligatoire pour toute subvention et pour tout conventionnement de subvention. Et l'octroi de la subvention sera bien subordonné à la conclusion préalable de ce document. Alors le premier élément qu'il faut savoir, c'est que c'est applicable, là encore, à compter du 1er janvier 2022. Donc on y est, hein, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Une demi-heure avant l'entrée dans le webinaire, on était saisis, Laurent et moi, là,
d'une question technique, justement sur un dossier avec voici un exemple de contrat. Donc on est vraiment là au cœur de l'actualité. Quel est le contrat? On est toujours sur les mêmes thématiques, le respect des principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République, de ne pas remettre en cause le caractère laïque, s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Hein. Donc on est aujourd'hui sur ces sujets qui sont clairement des sujets d'actualité. Et l'association doit désormais s'engager par écrit à respecter l'ensemble de ces prescriptions et elle devra, c'est la fin de la phrase qui est aussi importante, en informer ses membres par tout moyen, c'est-à-dire qu'on devra avoir une publicité de la charte, notamment, par exemple, sur le site internet de l'association. Vous allez me dire, si je ne signe pas mon contrat d'engagement républicain, quid des sanctions et quelles en seront les conséquences? Eh bien, elles sont très simples. Hein. Le non-respect des engagements souscrits, refus de l'octroi de la subvention, retrait possible de la subvention ou et communication possible de la décision de refus ou de retrait aux autres autorités. Donc c'est quand même, ce n'est pas que du formalisme, c'est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement important. Il faut rentrer donc dans la conclusion de ce contrat d'engagement républicain. Je vous rappelle, il est applicable dès maintenant au 1er janvier 2022. Donc logiquement, vous devriez déjà être en train d'échanger avec vos tiers financeurs sur ces sujets. Voilà, point extrêmement important puisqu'on le voit à travers cet élément, ça offre aussi un arsenal, hein, aux financeurs publics de pouvoir, refuser ou retirer, voilà la subvention. Non seulement lorsqu'on n'a pas signé le contrat, mais également, lorsque l'on n'a pas respecté le contrat. Donc je pense que là encore, on aura des débats et puisque je vois la question, est-ce qu'il existe une trame? Alors oui et non. Oui, il en existe une puisque le décret qui a listé en fait les éléments, bien a priori sur ce qu'on disait Frédéric, il est repris mot par mot et c'est plutôt les financeurs publics, qui vont proposer, la trame à remplir. Donc ce n'est pas a priori à l'association de la fournir, c'est bien dans le cadre des conventions et a priori, là, en tout cas ce qu'on a pu voir, c'est que c'est exactement la même chose que ce qui est dans le décret, du 31 décembre. Alors là, pour toutes les autres questions, j'y reviendrai après parce qu'il y en a là, on pourrait il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, donc sachez que il y a un décret le 31 décembre qui a publié, l'ensemble des conditions et a priori, elle sera, si on a bien compris, quasiment systématiquement en annexe ou dans la convention elle-même, assignée par la personne qui représente, l'association. Là, sur l'exemple que l'on a vu passer tout à l'heure, c'était en annexe de la subvention, Tout mais à fait, c'était partie intégrante de la subvention d'une manière générale. exactement. Donc on continue, puis on reviendra si on a le temps sur les autres questions. Alors un autre point sur, les comptes annuels en lien avec les subventions. Donc un petit rappel, normalement qui est connu, hein, mais toutes les associations, qui reçoivent plus de 153 000 € de subventions, alors en numéraire pour le coup, ou plus de 153 000 € de dons, ouvrant droit à réduction d'impôt, doivent publier leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, puisque selon ces seuils, elles ont l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes, au journal officiel. Donc voilà, on vous rappelle ces éléments. Normalement, c'est dans les 3 mois qui suivent l'AG en général qui a approuvé les comptes. Ça, c'est un rappel. Par contre, la nouveauté, eh bien, et là, elle est intéressante parce que c'est une sanction. Elle ne concerne que le seuil, entre guillemets, subvention. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis dans cette catégorie. Si on ne publie pas les comptes annuels, dès lors qu'on a plus de 153 000 € de subvention, eh bien, on est condamnable d'une amende de 9 000 €. Donc là, on voit que là, l'arsenal aussi, bah, j'allais dire, pour vérifier ces éléments, a été complété et avec aussi un autre point, c'est ce qu'on appelle un effet de contrainte, hein. C'est que si, et bah, voilà, un financeur s'aperçoit de la non, publication, eh bien, on peut avoir à travers, le représentant de l'État, donc généralement via la préfecture, une injonction pour assurer, cette publicité des comptes annuels. Donc on voit qu'on a, là encore, un nouveau schéma, important à respecter dès lors qu'on est à plus de 153 000 € de subvention et là, si on a le mot, reviendra sur le mot subvention par rapport à la tarification, peut-être tout à l'heure.
Mesure donc suivante, subvention et excédent raisonnable. Donc là, on a un sujet qui est intéressant, notamment en ces périodes de Covid où vous avez peut-être vous êtes tous posé la question, qu'est-ce que je fais de ma subvention qui n'a pas forcément été consommée. Donc là, aujourd'hui, on a la possibilité d'intégrer dans les conventions de subvention cette notion d'excédent raisonnable. Donc, je vous rappelle que votre convention de subvention, elle doit définir son objet, son montant, bien entendu, les modalités de versement, ses conditions d'utilisation, les modalités de contrôle, etc. Mais également les conditions dans lesquelles l'association peut conserver tout ou partie de la subvention qui n'a pas été intégralement consommée. Donc ça, c'est un point qui me semble important, notamment, par exemple, si vous percevez une subvention pour l'organisation d'un événement X sur 5 jours, on va dire, et par exemple, il y a une journée qui est annulée, comment on fait, comment je peux le traiter. Donc ça, aujourd'hui, si la convention de subvention le prévoit, l'organisme subventionné peut conserver tout ou partie de la subvention non consommée dans une certaine mesure, bien entendu, encore faut-il qu'il y ait une notion d'excédent raisonnable. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important et sain. J'attire votre attention sur le fait que cette notion d'excédent raisonnable, hein, on est vraiment sur l'octroi en lui-même de la subvention, mais on n'est pas sur les résultats de l'association, etc. C'est vraiment ma subvention a été accordée et elle n'est pas complètement consommée. Je précise, on n'a pas véritablement de définition d'un excédent raisonnable. Donc, c'est un peu le principe du verre à moitié vide, à moitié plein, mais à partir de quand il est à moitié vide ou de quand il est à moitié plein, qu'est-ce qu'un excédent raisonnable? 5%, 10%, 20%? Pour l'instant, on n'a pas vraiment de borne précise à partir, quel est le curseur à partir duquel l'excédent n'est plus raisonnable. Ça, je ne suis pas capable de vous le dire. C'est effectivement une loi à double tranchant, hein, c'est-à-dire faire comprendre qu'on peut faire des excédents et que ça ne soit pas repris. Mais le mot raisonnable, effectivement, pourrait être aussi un coup près dans un sens inverse. Donc, il y a quand même aussi, voilà, toujours un peu de vigilance sur cet élément-là. Et pour terminer sur un point qui est en principe positif. Donc là encore, hein, il y a eu des lois, donc comme je disais sur juillet notamment. Donc c'est celle qui est liée à justement garantir un peu les éléments de trésorerie des associations. Donc il est défini la possibilité ou même le principe de base, pardon, qu'une subvention soit versée dans les 60 jours à compter de la notification de la décision d'attribution. Donc ça, on est sur un bon principe. Alors ça ne vise pas malheureusement les fonds type européens parce que là, on n'est pas du tout dans les 60 jours. Mais par contre, ce qui est un tout petit peu plus embêtant, là encore, hein, on est obligé de parler des effets de contrainte, c'est qu'on a des dérogations possibles dans la convention qui peut prévoir une autre date ou un versement subordonné à la survenance d'un événement déterminé. Donc voilà, bon, certains financeurs vont bien jouer le jeu, mais certains pourraient aussi du coup insérer des clauses pour leur laisser un peu plus de souplesse, parce que c'est vrai que 60 jours, ça peut être quelquefois aussi un peu court pour juger que tous les éléments sont bien conformes. Donc voilà, on est sur un bon principe avec un peu de vigilance, mais le principe, c'est bien ça, une subvention de type fonctionnement, pouvoir d'investissement d'ailleurs, est en principe fixé à 60 jours à partir du moment où on a tous les éléments. Alors, donc on a parlé du coup des éléments de mécénat, de subvention. On va faire un petit focus. Tout le monde n'est pas concerné, mais c'est important quand même de revenir sur les grands principes pour les fonds de dotation. Donc là encore, un petit rappel pour que tout le monde soit à peu près sur le même équilibre, hein. Le fonds de dotation, c'est un organisme qui est prévu pour le mécénat, hein, quasi exclusivement, c'est-à-dire collecter des dons pour aider un autre organisme ou réaliser directement une œuvre d'intérêt général. Donc c'est vrai qu'on a maintenant ce nouveau principe comme étant du coup un financeur, hein, pour certaines structures, ou voire des associations qui ont elles-mêmes créé un fonds de dotation pour capter des dons et des mécénats. Avec un rappel important, cette structure juridique ne peut pas percevoir de subventions. Il y a des exceptions, mais elles sont vraiment extrêmement complexes. Donc, on est dans un cadre où tout ce qu'on a évoqué avant sur le contrôle des dons et des mécénats, eh bien, est également applicable au fonds de dotation.
Et puis, on a eu deux rescrits, deux réponses qui nous ont un petit peu embêtés dans l'année 2021 parce qu'elles ont rappelé les principes d'éligibilité au mécénat avec 2 points. Le premier qui concerne ceux les fonds de dotation qui vont collecter des fonds pour les reverser à d'autres et qui pourraient, je dis tout de suite le mot comme ça, c'est être considérés comme des boîtes aux lettres, voilà, qui posent un souci. Et puis le deuxième, et ça arrive quelquefois, c'est des fonds de dotation qui seraient prêts à alimenter des structures d'intérêt général ou d'autres qui ne le sont pas. Donc, qu'est-ce que ça implique tout ça? Eh bien, un point un petit peu compliqué, mais je vais essayer de faire vite, hein, c'est le fait qu'à partir du moment où on a des dons qui ne sont pas issus d'un appel à la générosité du public. Dans un fonds de dotation, on considère que ce sont des libéralités. C'est-à-dire que, c'est quelque chose qui doit être presque thésaurisé avant d'être reversé. Ça veut dire qu'on a la possibilité, de reverser bien entendu à des organismes d'intérêt général, mais pour que, ceux-ci puissent émettre des reçus fiscaux, on a une condition, c'est que finalement, on thésaurise ces montants, on leur fait, on fait un peu de revenus avec, hein, on les place même à un montant moindre et après on décide de leur affectation à telle ou telle structure. À partir du moment où le fonds de dotation est considéré comme uniquement un fonds de transit, bah là ça fonctionne plus, et le rescrit, a précisé ces éléments, c'est qu'un fonds de dotation doit percevoir des montants, il doit les placer à minima, il doit, voilà, les gérer et puis ensuite décider de ces affectations. Donc ça change un petit peu, pour certains, mais c'est important donc j'allais dire, argumenter, les décisions d'octroi et de versement auprès d'autres entités. Ça, c'est le premier point et le deuxième point, heu, alors il paraît plus simple, hein, mais là encore, on a certaines contraintes. C'est dès lors qu'on va, octroyer des fonds à des structures éligibles au régime du mécénat ou pas. Donc pour pouvoir financer, une structure, un fonds de dotation doit uniquement, verser auprès de structures d'intérêt général qui ouvrent droit, elles, à réduction d'impôt. C'est un effet de cascade et le problème, c'est que dès la première fois où le fonds de dotation, attribue un montant à une structure qui est pas éligible, eh bien, il perd globalement l'ensemble, de ses possibilités d'émettre des reçus fiscaux et donc c'est là où ça nous pose un vrai problème parce qu'on pourrait admettre qu'il y a un cas un peu exceptionnel, mais non. Et là, l'administration fiscale, enfin fiscale a reprécisé cet élément de manière assez forte, de donc dire que pour pouvoir garder la possibilité d'émettre des reçus fiscaux, eh bien, il faut, que le fonds de dotation, ne verse qu'à des personnes morales qui ont une activité lucrative non prépondérante ou qui soit d'intérêt général. Donc voilà, donc les 2 derniers éléments, je regarde l'heure en même temps qui avance. Alors je vais être c'est moi, tiens, je vais la faire aussi celle-là. Donc la possibilité de tenue des AG et des CA en visioconférence. Alors on regardait ce matin si tous les textes étaient parus, mais malheureusement pas tous. Donc en fait, on va quand même vous rappeler, ce principe, c'est le fait que, heu, si les statuts ne le prévoient pas, dans le principe, on ne peut pas réaliser des conseils d'administration ou des assemblées générales en visioconférence. On a eu des mesures par ordonnance qui ont permis de le faire pendant la crise sanitaire Covid. Et puis on en a une nouvelle, puisque actuellement la situation est un peu complexe, qui nous dit deux choses. Pour les âgés, celles qui n'auraient pas des statuts conformes pourraient quand même les faire en visioconférence, mais on attend, voilà, de la manière dont cela, va pouvoir se mettre en place. En revanche, pour les conseils d'administration, c'est déjà possible. Heu, donc à partir du 24 janvier, alors c'est très précis jusqu'au 31 juillet, on n'a pas entre guillemets «de problématique» pour pouvoir faire des conseils d'administration à distance. Donc on vous donne ceux qui sont concernés et les modalités. Il y a quand même des modalités, hein, pouvoir identifier les personnes, pouvoir, justifier leur identité. Voilà, la possibilité également de demander la consultation écrite. Donc tout cela, c'est des arguments intéressants pour, pouvoir le mettre en place, mais attention, assemblée générale, on n'a pas encore toutes les précisions
Et puis dernier point, et là c'est plutôt notre recommandation principale, si vous avez pu mettre à jour vos statuts et qu'ils prévoient la possibilité de faire bien des instances à distanciel, c'est en principe possible. Mais tout le monde ne l'a pas revu depuis 2 ans. Donc, c'est vrai qu'une relecture des statuts pour qu'on ne se retrouve pas dans des décisions bloquées parce qu'on n'est pas dans les possibilités de le faire, bien relire ces statuts, les adapter aux pratiques actuelles et éventuellement identifier des modalités de convocation et de tenue à distance. Voilà. Donc, c'est quand même un point extrêmement important à se rappeler. On a des possibilités, mais ce n'est pas systématique. Attendons également d'avoir l'ordonnance apparaître pour les assemblées générales. Alors, dans les mesures diverses, je te laisse continuer, Frédéric. Merci. Donc, la première d'entre elles concerne les prêts entre associations. Donc, on a la loi du 1er juillet 2021 qui est venue préciser certains points. Je rappelle qu'à ce jour, les prêts entre associations ne sont pas autorisés, puisque tout simplement, cette modalité n'est pas prévue par le Code monétaire et financier. Donc, la loi du 1er juillet a ouvert une porte et la possibilité de faire certains prêts. Alors, quelles sont les conditions? Premièrement, il faut une association qui soit déclarée depuis au moins 3 ans, avec un ensemble des activités qui soient d'intérêt général. On a aussi la possibilité ouverte pour les associations reconnues d'utilité publique. Il faut qu'on ait un prêt inférieur à 2 ans, un prêt non rémunéré, donc à taux zéro. Il faut qu'on ait également un prêt qui provienne de ressources disponibles à long terme. Dit autrement, il ne faut pas que le prêt mette en péril ou mette en difficulté la trésorerie de l'association. Donc, on est vraiment sur de l'excédent de trésorerie. Et enfin, et c'est sans doute le point le plus important, le prêt ne peut avoir lieu que pour les membres de l'union d'associations ou de fédérations d'associations dont elles sont membres. Ça veut dire, dit autrement, que mon association X, qui n'a strictement aucun lien avec mon association Y, ne peut pas faire de prêt l'une à l'autre. Les prêts ne peuvent se faire donc que au sein d'une union ou d'une fédération et de manière descendante, c'est-à-dire c'est ma tête de l'union qui prête aux membres. De la même manière, dans une structure avec plusieurs associations au sein d'une même fédération, là, je ne peux pas avoir de prêt entre associations qui seraient sœurs. On est vraiment dans un cadre descendant, ça c'est le premier sujet. Et donc voilà, en ouvrant cette option, la loi exclut de facto toute autre possibilité de prêt entre associations. Donc soit vous êtes dans le cadre de ces fédérations-associations, soit on ne peut pas le faire. Et bien entendu, si vous faites un prêt, on ne peut que vous recommander et vous inciter à établir une convention de prêt qui précisera toutes les modalités, qui surtout mettra par écrit très clairement le montant qui a été prêté. Passe ensuite un Oui, c'est point. peut-être juste un sujet, hein, là encore, une loi qui est assez étrange, puisque qui part d'un bon principe, mettre en place des systèmes permettant les prêts entre associations, mais qui est tellement restrictive que du coup, ça exclut tout le reste. Donc, en gros, avant, certains pouvaient dire que puisque c'est pas cité, pourquoi pas? Mais là, c'est clair, tant que c'est pas prévu dans ce schéma-là, ce n'est pas dans le code monétaire et financier. Et là, on peut avoir des pénalités extrêmement lourdes. Si on fait un parallèle extrêmement rapide avec ce qui se pratique en société, on a la même chose, hein. La loi a prévu la possibilité pour les sociétés de se faire des prêts entre elles, mais quand on regarde les conditions extrêmement restrictives, dans les faits, c'est difficilement applicable, hein. Je te laisse le point sur les immeubles saisis. Oui, alors peut-être, bon, un point qui paraît anecdotique, mais ça peut. Bon, je sais qu'il y a pas mal de structures qui sont intéressées au sujet. C'est le fait que les immeubles saisis, notamment dans le cadre de procédures pénales, ce qu'on appelle les biens mal acquis, vont pouvoir être mis à disposition. Alors, selon beaucoup de conditions, hein, je ne vais pas revenir sur toutes les conditions, pouvoir être mis à disposition auprès de certains organismes. Je sais que dans le logement social, par exemple, on se pose cette question-là, ou même dans d'autres structures, hein, dans le domaine du handicap, dans plein de domaines, où on a besoin de foyers, de logements, de pouvoir eh bien, saisir l'AGRASC, donc l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, pour pouvoir monter un dossier et candidater à la mise à disposition de ces biens. Donc voilà, c'était plutôt une chose intéressante. Là encore, hein, tout le monde ne pourra pas en bénéficier, mais ça intéresse de pouvoir avoir ce type de mise à disposition. Donc, on a un décret d'application qui explique tout ça. On ne pouvait pas le présenter dans un temps très court.
Mais voilà, sachez que ça existe. Mais par contre, il faut bien entendu, respecter certaines conditions. Un petit mot également en matière de RGPD. Voilà, je laissais la slide se charger, hein. Donc, je vous rappelle que le RGPD est également applicable au secteur associatif dès lors que l'association stocke ou collecte des données à caractère personnel ou qu'elle traite également ces données pour le compte d'autres personnes morales. Donc, oui, le RGPD vous est potentiellement applicable. Donc, attention au respect des dispositions de ce règlement et à bien rester dans le cadre de la loi. Pour cela, la CNIL a publié donc un nouveau guide destiné spécifiquement aux associations. Donc, vous aurez la possibilité de le télécharger. Vous avez le lien dans les slides. Donc là aussi, sujet à connaître et peut-être profiter de ce nouveau guide pour appréhender vos obligations et vous mettre en conformité avec la loi sur ces notions de données à caractère personnel. On t'entend plus. Excusez-moi, j'avais éteint parce que je tousse un peu de temps en temps, oui. Une nouveauté, qui n'en est pas une, hein, puisqu'il est remis à jour chaque année, mais peut-être un rappel sur la franchise des impôts commerciaux. Les associations, les fonds de dotation, également, hein, d'ailleurs, peuvent avoir des activités potentiellement lucratives. Par contre, elles ne sont pas soumises aux impôts commerciaux dès lors qu'elles sont accessoires, d'une part, non prépondérante, et qu'elle ne dépasse pas un seuil annuel. Donc en fait, ce seuil est mis à jour, heu, tous les ans. Donc je le rappelle parce que des fois on a les 70 000, enfin il y a des anciens montants, donc on attend, le montant confirmé, mais en tout cas on serait sur 73 446 €, qui donc permettrait d'avoir des activités lucratives accessoires non soumises. Et puis on a un dossier, également, sur le sujet qu'on a publié aujourd'hui, dans notre newsletter qui sera sur notre site pour expliquer, bah, qu'est-ce qui se passe, quand on dépasse, ces seuils. Donc, on vérifie l'année, plutôt civile, hein, en général, pour, vérifier ou non le dépassement des seuils, mais là encore, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pour information. Je vais faire les deux derniers slides pendant que Laurent prend connaissance des questions, dont le premier concerne la responsabilité du dirigeant bénévole. Alors, vous allez me dire pourquoi ce sujet. C'est un sujet quand même qui est extrêmement important puisqu'il traite donc de la responsabilité du dirigeant, notamment en cas de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, hein. Donc, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on a un assouplissement de la responsabilité financière du dirigeant bénévole. On ne peut qu'apprécier, je dirais, cette mesure, hein, qui fait face à un environnement dans lequel on a une certaine insécurité juridique, on a une crise, on le sait, du renouvellement associatif, des fonctions de dirigeants. On avait quand même de lourdes responsabilités qui pesaient sur les présidents. Donc aujourd'hui, on a, mais ça reste quand même la libre appréciation du juge, mais il a la possibilité d'assouplir la responsabilité financière du dirigeant bénévole. Donc ça, à mon sens, c'est quand même quelque chose d'extrêmement bien, notamment en cas de faute de gestion où on peut avoir des insuffisances d'actifs. Donc là-dessus, on peut avoir une atténuation des condamnations des dirigeants bénévoles. Donc ça, c'est une mesure qui va, je pense, dans le bon sens. Donc pas d'automaticité, hein, tout reste à la libre appréciation des juges du fond. Donc ce n'est pas automatiquement acquis. Il faut aller le chercher. Dernier point sur lequel on voulait attirer votre attention, alors on déborde un peu des modes de financement, mais quelque part la facturation reste un mode de financement. C'est un rappel extrêmement rapide, mais donc je vous rappelle que le législateur a introduit la facture électronique. Les entreprises ont obligation de passer à la facturation électronique selon un certain schéma 2024, 2025, 2026. Mais ne voyez pas que les entreprises, puisque vous également, monde associatif et association, vous allez devoir passer à cette facture électronique parce que très certainement parmi vos clients, vous avez peut-être des administrations, vous avez peut-être des grandes entreprises qui sont elles-mêmes soumises à cette facturation électronique et en réception, l'ensemble des assujettis à la TVA devront bénéficier de factures en réception sous format électronique. Donc, si parmi
parmi les prestations que vous réalisez, vous êtes amené à facturer de la grande entreprise, de l'administration, vous n'aurez d'autre choix que de passer à la facture électronique selon le calendrier 2024. Ce sont les grandes entreprises. Donc, si vous facturez des grandes administrations, des grandes entreprises, c'est dès le 1er juillet 2024. On est en 2022, il reste 2 ans. Si vous n'avez jamais encore regardé ce sujet, il vous reste 2 ans pour voir comment on fait. Est-ce que votre logiciel permet la facturation électronique? Comment vous allez faire? C'est un petit chantier à avoir en tête. Il ne faut pas le négliger. Il y a un peu un temps d'adaptation, peut-être de choisir un nouveau logiciel. Inextenso peut vous accompagner là-dessus puisque nos systèmes le permettent. Mais voilà, c'était un petit teasing, ayez cette échéance qui arrive à l'esprit parce qu'il y aura quand même une petite révolution dans nos habitudes de tous les jours. Merci Frédéric. Alors écoutez, on va partir sur les questions. Alors revenir un petit peu sur les premières pour réaffirmer certains points et puis ouvrir les dernières. Et si vraiment il y a des questions plus compliquées, on se laissera peut-être quand même quelques minutes pour répondre. Il y avait cette première question dans laquelle on avait répondu dans le chat, hein, pour les déclarations. Vous savez, je reviens au départ, hein, du montant total et du nombre de reçus avec est-ce que cela concerne les dons en nature? Donc pour nous, oui. Alors on attend toujours, hein, des précisions sur le comment. Mais pour ce qui est en nature, à partir du moment où il y a eu des reçus fiscaux émis, pour nous, ça rentre bien dans le schéma. On vous avait posé des questions pour le subvention. Cela ne rentre pas dans ce premier schéma, puisqu'on ne déclare que les dons en nature. On avait répondu sur la partie de fonds de dotation et sur le contrat d'engagement républicain. Ensuite, une question auquel on n'a pas répondu sur le contrat d'engagement, subvention publique ou privée. Alors, intéressant. Subvention, dans nos termes, pour nous, subvention, c'est toujours public. Quand ça vient du privé, c'est une contribution financière ou éventuellement un mécénat. Donc, pour ce contrat d'engagement, ce sera uniquement pour les subventions publiques. Et puisque la question a été posée pour les ESMS et la tarification, de la même manière, la tarification, en principe, n'est pas une subvention, donc pas d'obligation. En revanche, a priori, pour les agréments, on demandera sans doute des contrats d'engagement également. Donc, ça reste sans doute voilà, un point majeur. Et puis, je finis, je poserai la question après à Frédéric, mais en tout cas, est-ce qu'il faut l'envoyer à chacun des financeurs? Pour le contrat d'engagement, c'est une question sur laquelle on n'a pas complètement la réponse. A priori, beaucoup le prévoient dans l'annexe de leur convention, si on a bien compris. Donc malheureusement, ça veut dire qu'il faudra le remplir à chaque fois. On aimerait, mais peut-être que ça va s'aménager, qu'il y ait un format, je vais dire, propre à l'association qu'elle puisse soumettre pour éviter d'en signer un à chaque fois. Mais a priori, sur ce qui semble se mettre en place, c'est plutôt chaque financeur qui va demander l'annexe dans sa convention. Je pense qu'on manque quand même d'une manière générale de recul encore sur Oui. ce point, hein, puisque c'est applicable depuis 30 jours. Et on va avoir des pratiques de classe, à mon avis, qui vont se mettre en place prochainement. Oui, c'est de la même manière, la question a été posée sur la rétroactivité. Si la convention a été conclue et que ça est déjà signé, a priori, on ne va pas le demander. Mais je pense que voilà, d'une manière ou d'une autre, le financeur va demander à un moment donné ses contrats d'engagement. Ça me semble quasiment indispensable. Donc, on a mis le lien pour le. Alors, question, je te la pose, mais est-ce qu'on parle toujours des subventions publiques pour les excédents raisonnables? Oui, a priori, Frédéric? Oui, 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 effectivement, on est bien sur les subventions publiques pour les excédents raisonnables. Oui, bien sûr. Pardon, hein, j'allais pas regarder les questions. Oui. Euh, Il oui, y a- pour moi, on est bien sur les subventions publiques, absolument, hein. Oui, tout à fait. Alors, la question suivante, alors celle-là bon, on va passer peut-être rapidement, mais la question de la modification des statuts dans une FRUP. Alors oui, effectivement, on le sait, hein, le cas des FRUPS, des fondations reconnues d'utilité publique, sont toujours assez particulières. Et c'est vrai qu'en plus, comme souvent, on convoque un commissaire du gouvernement, hein, bon, bah là, ça devient encore plus complexe. Mais c'est vrai que s'il doit y avoir une mise à jour, au moins de pouvoir
le voir et souvent on est dans les structures quand même un peu importantes et qui sont d'autant plus concernées par les possibilités j'allais dire, de demander des visios et de faire des choses en distanciel. Mais c'est Je, vrai que oui, oui. je profite sur ce sujet quand même de la mise à jour des statuts. On le remarque souvent, à la lecture des statuts, on se dit: «Ah, c'est dommage, ça c'est écrit, mais c'est obsolète, on n'est plus sur ce genre de pratique aujourd'hui». Donc vraiment, s'il y a une mise à jour de statut qui est envisagée, notamment sur ce sujet des conseils et des AG, vraiment en profiter pour lire les statuts in extenso, sans jeu de mots, du début jusqu'à la fin, du premier article jusqu'au dernier. Il y a toujours sans doute des choses qui nécessitent une mise à jour parce qu'elles ne sont plus, c'est plus soit d'actualité, soit la pratique est différente. Donc voilà, profiter du formalisme et de la lourdeur d'une mise à jour statutaire pour vraiment regarder s'il n'y a pas, d'autres points à toiletter. Et une autre question, est-ce que pour les subventions non consommées, est-ce qu'il y a un seuil maximal concernant les fonds dédiés? Bah, écoutez, a priori non, il n'y a pas de fonds de montant maximal pour faire un fonds dédié, c'est-à-dire le décaler finalement en avant, hein, à une année suivante. Après, je vais revenir sur le principe, c'est qu'en principe, un fonds dédié nécessite, l'accord préalable, du financeur, si on est vraiment dans la catégorie des fonds dédiés, ou au moins sa connaissance du système. Donc là, effectivement, pour les clôtures 2021, on va avoir des vrais sujets, de qu'est-ce qu'on a utilisé ou pas, qu'est-ce qu'on a pu reporter en accord avec le financeur. Après, seuil maximal, non, j'ai pu voir, je prends un exemple, hein, je prends un exemple d'un festival, par exemple. Il y a une convention pour un festival qui a été purement et simplement annulé et reporté d'un an. Forcément, on peut faire presque quasiment un fonds dédié de la totalité, à Mmh. condition bien entendu que le financeur l'accepte. Mais oui, non, il n'y a pas de seuil maximal. Par contre, une bonne information et un bon échange avec son financeur, ça me paraît, très important. Et une bonne documentation du calcul je dirais du montant qui est porté en fonds dédiés. Voilà, exactement, tout à fait. Nous, en expertise comptable, généralement, on fait un tableau, ce qu'on appelle un tableau de suivi des fonds dédiés par financeur pour savoir exactement où on en est. Ça fait partie de l'annexe des comptes annuels. Alors, je laisse encore quelques secondes, mais s'il y a encore une question ou pas, j'en profite du coup au cas où il y a une autre question derrière, mais pour terminer sur un petit planning. Donc, une programmation sur, bah, on va dire une saison des webinaires. Sachez que nous avons deux prochains webinaires prévus le 5 avril sur la responsabilité des dirigeants. Donc, il peut être, je pense, assez intéressant pour voilà, prendre ses fonctions de dirigeant sereinement. Et puis le 7 juin sur la représentation du personnel, qui est également un sujet pour les structures les plus significatives. Tu veux dire encore un petit mot, Frédéric? Non, rien de particulier. On a une dernière question là qui vient d'arriver dans le chat. Les liens pour s'inscrire au prochain webinaire seront disponibles d'ici, non pardon, Solène, Ah, excuse-moi, c'est l'avis de Solène. Voilà, excuse-moi tout à Solène, fait. Non, pour nous dire qu'effectivement, voilà, les liens seront disponibles d'ici quelques jours puisque, en fait, on crée les réunions au fur et à mesure. En tout cas, n'hésitez pas à regarder, voilà, merci pour les commentaires en disant que c'était intéressant. N'hésitez pas aussi à faire le lien, pour des personnes qui aimeraient revoir, le support, vidéo sur notre site, puisqu'on enregistre systématiquement et c'est effectivement, on essaie de respecter les horaires. Voilà, bah, écoutez, merci à tous et bonne soirée en vous remerciant. merci également, très bonne soirée à tous.